On va pouvoir commencer. Bienvenue à tous pour cette 15e conférence du Quai. Donc un événement devenu maintenant incontournable, un événement organisé par l'ENC Communication, comme vous savez, et puis Magali Menzer plus particulièrement, qui est la responsable entreprise à l'ENC Com. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous accueillir ici au Palace pour parler justement des avis clients, de l'écoute client qui est devenue, comme vous le savez, primordiale dans la stratégie des entreprises. Alors c'est une thématique qu'on va décortiquer avec nos intervenants. Avant, je voudrais également saluer notre public qui est également en hybride, parce qu'on a choisi cette année encore de privilégier aussi ces personnes qui peuvent nous regarder derrière leurs écrans. Donc surtout, n'hésitez pas à prendre des notes et à poser des questions durant la table ronde, et puis aussi après, vous serez vous aussi mis à contribution après cette table ronde et vous pourrez poser toutes vos questions. Donc votre avis nous intéresse en interne comme en externe. C'est la thématique ce soir qu'on va avoir la chance de décortiquer avec nos intervenants qui sont tous experts dans leur domaine. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Alice Thirier. Bonjour. Bonjour Magali. Oui, bonsoir, on pourrait dire, effectivement. Alors vous êtes directrice de la communication du groupe IDEA, qui est un groupe industriel, centenaire, avec plus de 1600 collaborateurs, et vous êtes présent partout en France. Et donc vous êtes directrice de la communication interne. On verra ça. Clément Poupeau, bonsoir. Je suis directeur marketing et commercial, je suis récemment associé, mais je ne suis pas cofondateur. Le mérite revient à Thomas Mathieu et François Estival, qui sont deux figures du paysage de l'écosystème numérique nantais, qui ont fondé Guestsuite en 2014. Et moi, j'ai rejoint l'aventure un tout petit peu après. D'accord. Bon, par contre, si je ne me trompe pas, je crois que vous êtes un ancien étudiant de l'ENC Com. Ça, oui. D'accord. Absolument. Et vous faites partie de la plateforme Alumni qui a été lancée cette année à l'ENC. Absolument. D'accord. Bon, ça, mes fiches sont quand même à peu près à jour, heureusement. Et Romuald Setkovic, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes directeur des relations clients pour le groupe Maison du Monde, et vous êtes passé avant également justement pour l'expertise aussi clientèle dans de grands groupes comme Nespresso, L'Oréal ou encore le groupe La Poste. Alors avant de commencer cette table ronde, j'ai une petite question moi à vous poser, à vous qui êtes ici présents ce soir. Est-ce que vous avez déjà consulté des avis avant un acte d'achat? Donc oui, vous levez la main. Ok. Ouais, donc cette table ronde a tout lieu d'être. Très bien. Alors effectivement, j'avais pu voir, je reprends mes petites fiches, j'avais pu voir que 87% des Français consultent aujourd'hui les avis clients avant de prendre une décision d'achat, et 34% des consommateurs considèrent que les avis sont plus persuasifs que les promotions des marques. Donc ça, c'était la dernière enquête e-marketing qui est parue en 2021. Donc ça a lieu d'être. On a vraiment le sentiment que les avis clients vont venir maintenant, font partie intégrante en tous les cas des décisions autant commerciales que dans les services de communication. Alice Thirier, je reviens avec vous. Je le disais tout à l'heure, vous êtes directrice de la communication donc, pour le groupe IDEA, et vous avez fondé ce pôle, vous l'avez créé il y a 10 ans maintenant, si je ne me trompe pas? Oui, exactement. En fait, il y a 10 ans, il n'y avait pas du tout de service communication au sein d'IDEA, qui est un groupe de logistique industrielle. Donc, on est dans le B2B, on est issu, nous, de la manutention portuaire. Donc, autant vous dire que ce n'est pas très, très glamour sur le papier. Et donc, la communication n'était pas forcément un enjeu considéré comme clé au départ. Et en fait, j'ai intégré l'entreprise au moment d'un changement d'identité, où le groupe anciennement qui s'appelait MTTM, La Fraternelle, est devenu IDEA, une marque un peu plus forte, en tout cas un nom d'entreprise parce qu'on ne parlait pas encore de marque à l'époque. On était plutôt, il y avait assez peu de communication, comme je le disais, on avait plutôt une posture pour vivre heureux, vivons cachés. Alors certainement lié effectivement à notre secteur d'activité. Donc on avait beaucoup d'outils vitrines en fait. On était sur le site internet mais sans actualité. Enfin voilà, on était sur les basiques, la plaquette pour vendre les services de l'entreprise. On avait un journal interne et globalement ça s'arrêtait là. Donc voilà. Il y avait des vrais besoins.
Il y avait des besoins, mais un tiraillement entre justement cette posture de c'est bien de vivre caché, au moins on s'affiche pas trop, on s'expose pas trop. Justement, on parle d'avis client. Alors, il y a 10 ans, je pense que c'était pas encore aussi développé qu'aujourd'hui, mais le fait de pas être trop visible, on se protégeait aussi un peu de ces avis et de ces sollicitations. Alors justement, aujourd'hui, à quel moment est-ce que vous éprouvez le besoin de solliciter l'avis des collaborateurs ou des salariés du groupe IDEA ? Alors en interne, on a le cas dans différentes situations. Depuis 2014, on a un baromètre social, donc là qui est plutôt, je dirais, tonalité RH. On vient prendre l'ambiance, le climat social, comment se passent les relations avec le manager, ce type de choses, comment on perçoit sa rémunération, les valeurs du groupe, etc. Donc ça, on le fait depuis maintenant 2014 et on le fait de manière assez spontanée chez nous. C'est quelque chose qu'on fait sur beaucoup de choses. On organise un événement, on va demander ensuite l'avis, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. On a vraiment cette culture, en tout cas en interne, des avis. Et plus récemment, on lançait notre plan stratégique 2025. Donc on a cet exercice tous les 5 ans où on se projette à une vision à 5 ans. Et là, on a voulu challenger les valeurs du groupe avant de définir une raison d'être. Et du coup, on a sollicité l'ensemble de nos collaborateurs sur le jeu de valeurs existant pour qu'ils puissent nous dire est-ce que c'est vécu, pas vécu, est-ce que selon vous, il y a une valeur qui manque, une qu'il faudrait supprimer. Et on a d'ailleurs fait le choix d'en faire apparaître une nouvelle et d'en supprimer une qui n'était pas forcément vécue. Nous, on n'a pas ce sentiment-là en tant que dirigeant, je dirais, parce que c'est un terme qui n'est pas forcément bien interprété. On parlait d'équité. C'est souvent, très vite, on associe ça à l'égalité, alors que justement, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Donc on a dit, OK, on fait disparaître cette valeur-là. On va faire apparaître l'esprit d'équipe, parce que vous nous dites qu'IDEA, c'est une aventure commune, formidable, et on va l'afficher. Mais par contre, sachez que ce n'est pas parce qu'on supprime l'esprit d'équipe de notre jeu de valeurs qu'on n'y travaille pas. Et donc, on fait beaucoup de pédagogie autour de ce terme maintenant pour vraiment faire comprendre que équité n'est pas égalité, en fait. Voilà. Oui, donc vous avez vraiment intégré les avis clients ensuite dans la direction, au sein même de la direction et des valeurs que vous souhaitez véhiculer pour le groupe IDEA. Oui, tout à fait. Et pour reprendre cet exemple du baromètre social, on a eu un petit effet pervers où on mettait beaucoup de temps à traiter ce baromètre. On l'administrait, je vais dire une bêtise, mais par exemple au mois de septembre. Et en fait, on communiquait les résultats 1 an après. Donc nos collaborateurs nous disaient « Ouais, ok, c'est bien, mais il se passe quoi ? Vous relancez déjà le suivant ». C'est quoi les faits derrière, quoi ? On vous remonte des choses, mais comment vous les traitez ? Et donc on avait une perte de crédibilité et on a dû relancer ça, et le digital nous a aidés à ça, et aujourd'hui on fait même des groupes de travail à l'issue de ce baromètre social pour travailler sur les points qui sont sensibles, capitaliser sur nos forces. Enfin, voilà, on se sert vraiment de la matière que nous remontent nos collaborateurs pour faire bouger les lignes. Et ça, c'est vous qui gérez justement cette matière et qui gérez les retours des avis clients. Vous avez un service dédié ou c'est vous-même qui gérez ça ? Alors c'est en collaboration avec notre DRH, bien sûr, parce on travaille vraiment main dans la main sur ce sujet-là, et on est accompagné par une entreprise qui nous a mis en place cette plateforme qui s'appelle Blixo, pour ceux qui connaissent, et qui nous guide aussi. Enfin, c'est une super plateforme où on a déjà un début d'analyse. Enfin voilà, on a vraiment il y a beaucoup de data visualisation, et ça nous aide vraiment, nous, pour aller là où il faut aller en fonction du site, de la BU, etc. Oui, effectivement, on a besoin, j'imagine, d'être aidé avec ces outils-là, sur ces outils-là. Clément, alors vous qui travaillez pour Guest Suite, justement, vous les concevez et puis ensuite vous analysez ces retours clients. Si je ne me trompe pas, comment est-ce qu'on fait pour créer une enquête de satisfaction ?
Alors, la mission de Guest Suite, elle est à la base un peu plus globale que celle-là. C'est d'accompagner les professionnels. On accompagne à peu près 10 000 clients en France. Les accompagner dans leur stratégie de visibilité locale. Là, on a évoqué l'avis par le prisme du collaborateur. Nous, on s'attache alors un peu à travailler l'avis du collaborateur, qui est évidemment crucial pour la croissance d'une entreprise, mais beaucoup l'avis client en tant que tel. Et quand on parle de visibilité locale, on parle de deux métiers. On parle d'abord de ce qu'on appelle le présence management, la présence digitale, faire en sorte que mes horaires, mes coordonnées d'ouverture, tout ça soit à jour sur les fiches et différents annuaires. Et puis il y a un deuxième métier qui est celui de la gestion des avis clients. Et là, la question c'est comment ? Alors il y a 5 leviers. Le premier c'est centraliser, parce qu'en fait on peut collecter des millions d'avis. Le plus dur pour un professionnel, c'est d'abord de centraliser ses avis, surtout a fortiori dans un secteur comme par exemple le tourisme, où il y a tout un tas de plateformes. Avant d'être chez Guest Suite, j'étais responsable digital dans un hôtel du centre-ville qui s'appelle le Radisson Blu, où on était présent sur une quinzaine de plateformes. Ces quinzaines de plateformes, dans mon job, tous les matins à 9h, je devais me farcir les 15 plateformes, aller checker tous les nouveaux avis, analyser ces avis, répondre aux avis, identifier comment collecter de nouveaux avis. Bref, en gros, c'est un truc qui me prenait quasi 1 jour ou 2 jours par semaine, jusqu'au jour où il y a un type qui m'a appelé, qui m'a dit « Clément, tout ce que tu fais 2 jours par semaine, en fait, il y a une plateforme à Nantes qui va te faire ça automatiquement. » Et c'est comme ça que j'ai connu Guest Suite. C'est pour ça que j'ai rejoint l'aventure, parce qu'en fait, ils m'ont juste complètement simplifié la vie. Et à mon tour, je voulais simplifier la vie des autres. La vie sans jeu de mots. Et donc, le comment, c'est ça. C'est que d'abord, on aide à centraliser. Ensuite, on aide à collecter des avis par le prisme souvent d'enquête de satisfaction, on y reviendra. La diffusion d'avis, le cœur névralgique, le centre névralgique de Guest Suite, c'est un partenariat technologique avec les plateformes. On est partenaire de Google, de TripAdvisor, des pages jaunes, etc. Donc centralisation, collecte, diffusion, l'analyse, évidemment, pour traiter le feedback, la voix du client, juste le truc le plus précieux quand on parle de croissance. Et puis le dernier point, c'est la réponse aux avis, mais probablement qu'on en reparlera aussi. Oui, bien sûr. Alors justement, vous disiez, vous travaillez au Radisson Blu, donc c'est vrai que c'est souvent les hôtels, les campings, les restaurants au départ qui ont fait appel et qui avaient besoin d'avoir ce retour client. Aujourd'hui, quelles sont les entreprises, dans quel secteur d'activité en fait les entreprises qui font appel à vous œuvrent-elles ? Alors, historiquement, c'est le tourisme pour une raison simple, c'est qu'il y avait 2 mastodontes qui s'appelaient TripAdvisor et Booking.com, qui étaient donc 2 acteurs, 2 plateformes qui opéraient, qui opèrent toujours dans le secteur du tourisme et qui avaient d'ailleurs pour point commun le fait de mettre l'avis client. Ils ont vu avant tous les autres à quel point l'avis client était un levier de décision. Et donc ils en ont fait un modèle économique, TripAdvisor de manière brute de pomme, c'est-à-dire on fait un site, on fait des pages pour tous les établissements, on collecte des avis, on est mieux référencé, les gens viennent chez nous et c'est un cercle vertueux. Booking de manière un peu détournée, le métier historique c'est la plateforme de résa et les avis viennent alimenter, mieux référencer les établissements dessus. Sauf qu'à ce moment-là, on est grosso modo en 2015, il y a une petite start-up de la Silicon Valley qui s'appelle Google qui arrive et qui globalement, comme dans le reste des marchés, décide de tuer ses concurrents. Et en l'occurrence, décide de tuer TripAdvisor en créant un truc qui s'appelle la fiche Google. Quand vous tapez le nom d'un business sur Google, typiquement vous tapez restaurant Nantes, vous avez une liste et puis vous avez parfois, si vous tapez Radisson Nantes, vous avez la fiche Google de l'établissement. Donc avant, c'était juste les horaires, les coordonnées, puis un jour, c'est les avis. Alors Google a décidé d'accélérer cette démarche-là, d'avoir plus d'avis sur sa plateforme, de concurrencer TripAdvisor. Sauf que Google, contrairement aux 2 autres, est ouvert aux autres secteurs d'activité. Vous retrouvez votre coiffeur, vous retrouvez votre banquier, votre artisan, votre agence immobilière, votre concession automobile, bref, tous les secteurs. Et donc c'est comme ça en fait que nous, consommateurs, avons eu accès plus facilement aux avis, je le dis de manière terrible, parce que Google a décidé d'ouvrir le schéma des avis à tous les secteurs en ayant une brique d'avis clients sur sa plateforme. Donc aujourd'hui, pour répondre directement à votre question, il y a tout un tas de secteurs. On va dire que les 4 majoritaires, d'abord il y a toujours le tourisme évidemment, le tourisme, l'immobilier, l'automobile, les métiers de la banque, assurance, le retail de manière générale, en gros, quasiment tous les secteurs d'activité. Celui qui est un peu épargné, c'est pas tant un secteur, c'est une question de marché, c'est le B2B. Spécifiquement, vous parliez tout à l'heure d'être plus caché, etc. C'est assez juste parce que les procédures d'achat dans le B2B sont différentes, quoi qu'on a encore quelques clients dans le secteur. Mais voilà, hormis le B2B, c'est en fait quasiment tous les secteurs d'activité. Oui, et vous avez justement mené avec IFOP une étude, c'était fin 2021, pour savoir quel était l'intérêt aujourd'hui de l'avis client. Qu'est-ce que vous en avez retenu de cette étude? Qu'est-ce qui en est sorti? Je ne vais pas vous faire le catalogue parce qu'effectivement, moi, à titre perso, je prêche pour un paroisse, j'ai trouvé ça passionnant. Il y a une data qui ressort qui est absolument folle. C'est pour moi la plus importante, c'est que l'étude a révélé que un truc qu'on sentait mais qu'on n'arrivait pas à chiffrer, c'est qu'aujourd'hui, la réputation est devenu le premier critère de choix pour un consommateur, devant
deux trucs qui paraissent bateaux, devant la proximité géographique et devant la publicité. Alors la publicité, on le comprend, parce que grosso modo, le consommateur n'aime pas tout ce qui est contrôlé par la marque, surtout qu'il y a eu quelques scandales récemment, type Volkswagen, etc., qui font qu'il y a une forme de défiance. Et la proximité géographique, je discutais avec le patron de West France Automobile, qui m'a donné une stat incroyable. Il m'a dit aujourd'hui, les Français, pour acheter un véhicule d'occasion, ils sont prêts à faire en moyenne 265 km. Pourquoi ? Parce qu'ils comparent et qu'ils n'ont pas envie de se tromper. La voiture, la maison, c'est des trucs qui coûtent cher et on n'a pas envie de se tromper, donc on compare. Et donc on regarde les avis aujourd'hui. Et donc on est prêt à faire beaucoup plus de kilomètres, quitte à avoir confiance dans la personne et dans le choix qu'on est en train de faire. Donc voilà ce que nous a révélé l'étude IFOP. Alors plein d'autres choses, mais ça, que la réputation est devenue prioritaire par rapport à la boîte en bas de chez soi ou à la pub que la même boîte fait, ça c'est un enseignement fou parce que ça dit tout du bouleversement dans la méthode de consommation. Ouais, finalement, les consommateurs se font plus confiance entre eux que ne font confiance à la marque. Mais c'est un réflexe naturel. Si je veux acheter une sape, un truc, si je veux partir trouver un hôtel, je vais demander à un ami. Je vais essayer de bouche à oreille. Quand on me demande, on a fait un exercice récemment avec Guess Suite, on m'a demandé d'essayer d'expliquer Guess Suite à ma grand-mère. Je lui ai dit justement, c'est le bouche à oreille 2.0. C'est un peu ringard dit comme ça, on a l'impression que tout est 2.0. Mais en fait, c'est vraiment ça. C'est rien d'autre que du bouche à oreille. C'est ce qu'on appelle, en version plus jargonneuse, du consumer to consumer. Les gens se parlent entre eux. Sauf que là, on ne parle plus à son cousin, on parle au type qui a acheté la même chose que nous la semaine dernière et qui du coup est le mieux placé pour nous dire si on fait le bon choix ou pas. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même plus de 80% des gens qui consomment et qui achètent en ligne. Donc ça aussi, je pense que ça a une influence majeure dans la vie client, dans la prise en compte de la vie client. Justement, Romuald, donc vous qui travaillez chez Maison du Monde, dans la relation justement dans les avis, qui tenait compte des avis. Alors, à partir de quel moment Maison du Monde s'est intéressée aux avis des clients? Depuis le début, ou est-ce que c'est quand même relativement récent? Alors comme je suis le plus âgé ici, je pense que je vais être un peu le garant de l'historique des reviews. En fait, ça a commencé avec le digital. C'est-à-dire en même temps qu'on a développé le digital et notamment le mobile, puisque c'est le mobile qui a permis l'explosion du digital et des ventes sur le digital. Ça a permis d'avoir des reviews. Tout le monde peut voir ce que tout le monde pense. Et c'est vraiment ça qui est à l'origine des reviews. Donc c'est une dizaine d'années pour moi, où on a commencé à avoir des plateformes, les avis Google, où on avait des avis sur les marques. Aujourd'hui, Google a un petit peu changé de positionnement. Et en tout cas, dans mon domaine de retail, on note uniquement les magasins, les lieux de vente, au même titre que les coiffeurs. Ça va être le magasin individuellement, mais pas la marque. Par contre, il y a d'autres plateformes. Et à l'international, je vais aussi prendre un petit peu la parole sur l'international, parce que Maison du Monde, on est très international. À l'international, vous avez des pays comme l'Allemagne, où les avis sont juste cruciaux. C'est-à-dire, si vous avez de mauvaises notes sur eTrusted Shop ou des sites comme ça, vous vendez pratiquement plus rien, parce que les Allemands ont un usage du digital qui est complètement différent. Donc les reviews, c'est crucial. Les Allemands, par exemple, vont acheter des produits, et si ça ne leur convient pas, ils renvoient. Donc on a un taux de retour, nous, pratiquement d'un produit sur deux, 50% de taux de retour, ce qu'on n'a pas dans d'autres pays. Donc en fonction des pays, il y a aussi des différences dans le traitement et les usages des reviews. Voilà. Et la stratégie de Maison du Monde, il y a 10 ans, quand Julie est arrivée, Julie qui est notre CEO, c'était de partir à l'international et de faire du digital. Elle est très digitale. Et forcément, elle a lancé en même temps que la relation client, donc les centres de contact, le fait de traiter les mails, les réseaux sociaux et les reviews. Quand on est parti à l'international, on n'a pas eu le choix. On a pris également tout ça dans le bateau et on est monté en compétence sur le sujet au fil de l'eau. Oui, parce que alors les avis, effectivement, il y a les avis qui vont être donnés sur la plateforme Maison du Monde, et puis il y a les avis aussi qui vont circuler sur les réseaux sociaux, un peu partout. Donc ça doit être chronophage d'aller justement voir chaque avis. Il y a un service dédié, comment ça se passe? Alors, il y a deux types d'avis pour moi. De mon point de vue, il y a les avis que la marque contrôle, les avis poussés, c'est-à-dire on a un parcours client, donc vous achetez, il y a l'acte d'achat sur Internet. Vous recevez la commande, donc il y a tout le passage, le transport, la réception. Vous avez s'il y a un problème, le service après-vente. Et sur chaque segment du parcours client, vous pouvez mesurer la satisfaction et les gens peuvent vous donner une note. Donc nous, de façon aléatoire, on fait des pick-up. Et en fonction du parcours, il y en a une dizaine. Les gens nous mettent une note. Et au final, vous avez une espèce d'araignée comme ça, qui vous permet de suivre les retours clients, les reviews clients sur chaque partie du parcours client. Ça, c'est le poussé. Ça, on est plutôt confort parce qu'en fait, on demande aux gens comment ça s'est passé. Quand on nous répond que c'est pas bien passé, on maîtrise les choses, quoi. On peut aller voir ce qui s'est passé. Ça, on est plutôt confort. Là où ça devient plus délicat pour les marques, parce qu'il y a un enjeu sur la valeur de marque, le goodwill, c'est à partir du moment où vous maîtrisez pas la communication. Ah, là, c'est très embêtant. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez des gens qui s'expriment publiquement sur votre marque et que vous n'avez pas la maîtrise de ce qu'ils racontent, c'est pas très confortable pour les marques.
Donc là, c'est moi ce que j'appelle les avis tirés. On subit un petit peu ce que les consommateurs vivent au quotidien. Et là, les marques, il y a deux stratégies. Soit elles font comme à une époque, en effet, on se met la tête dans le sable et puis on voit ce qui se passe, vivons cachés, vivons heureux, mais en fait, ça marche plus trop. Parce que tout le monde regarde Internet, tout le monde a Internet sur le téléphone, même ma mère, hein, il y a un moment, donc voilà, tout le monde regarde ces trucs-là. Donc il vaut mieux traiter. Alors comment on traite ? C'est un vrai sujet parce qu'il y a beaucoup d'insatisfaction, il y a beaucoup de questions très différentes. En gros, ce qui se fait, c'est en général, ces flux-là sont centralisés avec une appli. Je suis très opérationnel là. Avec une appli, et vous avez deux types de questions. Des questions liées au marketing, à la communication. Je veux faire du sponsoring. Ça, c'est le marketing qui traite. En général, c'est les community managers, c'est un métier à part. Et vous avez un autre type de métier qui est chez moi. En termes de relations clients, c'est tous les clients qui ont connu une difficulté avec la marque. Et là, c'est intéressant. Il faut traiter point par point. Essayer, de rattraper le client pour éviter qu'il y ait du churn. Le churn, c'est le fait que les clients quittent la marque. Donc ça, il faut absolument éviter ça. Ça, c'est la priorité. Et après, il faut essayer que le client change son avis sur les murs. Parce que l'objectif, évidemment, quand vous avez une note de 1,5 sur Trusted Shop, c'est pas terrible. Donc il faut traiter les points, la satisfaction client, et éventuellement, le client revient sur la plateforme et qu'il puisse nous mettre une meilleure note de façon à monter la note globale et donc favoriser l'acte de réachat. Donc ça veut dire que vous allez directement retrouver le client ? Alors exactement, quelqu'un qui par exemple nous met une mauvaise note sur une plateforme, Trusted Shop par exemple, on répond sur le mur pour bien montrer qu'on prend en compte la réclamation, mais après c'est un acte privé entre la marque et le consommateur, et donc on reprend en privé sur un autre canal une interaction avec le client. Alors en fonction de ce que le client il préfère, la voix, du chat, le téléphone, c'est le client qui est roi, hein, il choisit. On traite, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui vous a pas plu, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, et là on a une équipe dédiée. En fait j'ai 10 personnes à part qui ne font que ça, et qui traitent ses avis et les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux, c'est un petit peu la même problématique. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui vont sur les réseaux sociaux, sur la page Maison du Monde, qui s'expriment. Alors vous, justement, ça fait longtemps que vous travaillez dans ce domaine d'activité. Comment est-ce que vous avez vu monter en puissance, justement, cette prise en compte de l'avis client et qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui, justement, à la stratégie des entreprises, selon vous ? Alors en fait, je vais vous donner un ordre d'idée. Chez Nestlé, vous avez en Suisse une War Room. C'est une pièce qui fait à peu près moitié de celle-là, couverte d'écran. Et dans le monde, quand vous êtes sur un réseau social, si vous tapez par exemple Nespresso cassé, verre cassé, directement il y a une alerte qui s'allume. Il y a quelqu'un sur le pupitre qui voit l'alerte et qui redescend directement les alertes dans les pays, en fonction des langues. Donc en fait, c'est juste ultra stratégique. Pour suivre le type d'incident qu'il pourrait y avoir quand vous avez des problèmes de qualité du verre dans une capsule, par exemple. Ça n'arrive pas, mais ça pourrait être un exemple. Et là, c'est un point critique. Ou des sujets d'insatisfaction qui sont gérés à ce niveau-là et redescendus après par pays. Oui, donc ça a pris une importance prépondérante. Les grands groupes mettent beaucoup d'argent. C'est dommage de dépenser des millions en publicité avec Georges Clooney et de se retrouver avec des avis pas bons parce qu'il n'y a pas les moyens de les traiter correctement. C'est vrai. C'est vrai que c'est dommage, effectivement. Alors moi, j'ai une autre question à poser au public. Est-ce que vous avez déjà donné votre avis sur une plateforme suite à la consommation, enfin à l'achat en tous les cas d'un bien ? Est-ce que vous pouvez lever la main pour ceux qui ont déjà donné un avis ? Et ma deuxième question, c'est votre avis était-il négatif ? Donc là, vous pouvez lever la main. OK. Et est-ce qu'il était positif ? C'est kiff-kiff. Hein ? Juste, je commente, parce que nous, c'est quand même 95% d'avis négatifs en général. Oui, justement. Mais c'est pour ça que je voulais savoir, parce que j'ai le sentiment quand même que les gens qui souvent donnent leur avis, c'est souvent des gens mécontents, finalement. Quand on est très content, on va rarement prendre la peine de le dire. Bon, tout le monde fait du marketing ou de la commission, c'est très bien qu'un client mécontent va communiquer, blablabla, je ne reviens pas là-dessus. Donc oui, c'est juste évident et il faut bien traiter à nouveau ces avis mécontents. Alors on en parlait tout à l'heure un peu brièvement. Alice, vous nous le disiez un petit peu, comment est-ce que vous allez récolter ces avis clients, hein. Techniquement, alors Clément, vous qui êtes justement sur la technique, puisque vous êtes là pour aider les entreprises à récolter ces avis clients, qu'est-ce que vous leur proposez comme moyen pour récolter ces avis clients ? Alors déjà un retour sur ce qui vient d'être dit. On dit chez Gay Suite, mais de manière générale, qu'on est en France et que globalement on a cette culture de l'avis négatif. On dit qu'il y a en moyenne 90% des clients mécontents qui s'expriment et qu'il y a 1% des clients satisfaits qui s'expriment.
Le but du jeu pour une marque, c'est surtout pas de balayer les 90% de clients qui sont mécontents. Le but du jeu, c'est de faire parler les 99% de clients satisfaits qui n'ont pas pris la parole. Et bien ça, c'est à ça que sert G-Suite. Le fait de donner la parole à 100% des gens, pour répondre au comment, c'est-à-dire en interrogeant 100% des clients, on va s'apercevoir que cet enjeu de proactivité va faire en sorte que les clients heureux vont aussi s'exprimer. Parce que c'est une mécanique simple. Est-ce qu'à chaque fois que vous sortez effectivement d'un hôtel, d'un resto, d'un rendez-vous à la banque, etc., et que ça s'est bien passé, vous avez envie de donner un avis? Non. Si la marque ne vous pousse pas, vous ne le ferez pas. Par contre, si vous êtes très mécontent, là, vous avez envie de relater l'expérience. Donc l'enjeu, c'est la proactivité. Donc il n'y a même pas besoin de rentrer dans des niveaux de technicité très importants, parce que le premier élément à comprendre, c'est qu'il faut de la proactivité et qu'il faut interroger 100% de ses clients. Ça devient technique quand on réfléchit à comment j'interroge 100% de mes clients. Et pour ça, il y a tout un tas de canaux. Nous, on distingue les canaux de collecte d'avis en deux moments. Il y a ce qu'on appelle le in-stay, le pendant l'expérience, et il y a le post-stay, après l'expérience. Donc, en gros, de la collecte à chaud, pendant que je suis sur place en train de consommer. Chez nous, vous êtes peut-être déjà allé dans des hôtels où il y a une tablette à la réception pour déposer son avis. C'est probablement une tablette G-Suite. Après, il y a eu le Covid, donc les tablettes oubliées, puisque personne ne voulait toucher une tablette. Donc, il y a eu des QR codes, merci le pass sanitaire. Ensuite, il y a eu la technologie NFC, merci le sans contact. Bref, en gros, on s'adapte. Et puis sur le post-expérience, il y a toujours l'email, le sacro-saint email, qui a pour principal défaut d'avoir une empreinte carbone colossale, mais qui a pour principal avantage d'être ouvert et d'être lu encore un peu. Et puis il y a le SMS qui lui a pour principal avantage d'être ouvert et lu tout le temps, dans 99% des cas. Donc on choisit le bon canal, il n'y a pas de bon canal. Le meilleur canal de collecte d'avis, c'est celui qui va le mieux s'intégrer dans le parcours client, dans le parcours utilisateur. Et pour ça, on fait des tests. Nous, avec nos clients, on va tester les bons canaux pendant 1 mois, 2 mois. On va identifier celui où on a le meilleur taux de retour, à la fois en collecte d'avis et puis en diffusion derrière sur les plateformes. Et puis après, là, on peut dire ça, c'est le bon canal. Mais a priori, il n'y a pas de bon canal. Il y a juste des expériences clients, un parcours utilisateur, des moyens, des canaux, et puis ensuite, on avise celui qui va le plus performer. Oui, d'accord. Alors vous, Alice, en interne, comment ça se passe justement pour avoir le retour de vos collaborateurs? Qu'est-ce que vous utilisez? Clément nous parlait de SMS, d'email, NFC, QR code. Vous êtes quand même dans un groupe industriel. Donc voilà, vous n'êtes pas dans le digital, vous n'êtes pas une start-up. Alors qu'est-ce qui fait que vos collaborateurs ou vos salariés ont envie de répondre à vos questionnaires? Alors pendant longtemps, on a été très papier, justement par rapport à notre public, parce que c'est des gens qui ne sont pas forcément connectés au quotidien, qui n'ont pas d'outils digitaux IDEA, qui sont sur leur propre device. Donc on a très longtemps été papier, mais avec cette limite que j'évoquais tout à l'heure, de traiter le traitement des résultats prend un temps fou. Voilà, et donc on est asynchrone quand on vient ensuite présenter des résultats 1 an après qui n'ont peut-être plus rien à voir avec la réalité de ce qu'on vit au moment où on les diffuse. Donc on a pas mal évolué. Pendant un moment, on a testé de le basculer, alors en mode hybride, on gardait quand même du papier parce qu'on nous disait mais attention, si vous basculez tout en 100% digital, on va perdre un nombre important de personnes qui auraient eu envie de répondre, mais qui ont ce frein digital. Donc on a fait pendant une période de l'hybride avec du papier et un questionnaire sur notre intranet collaboratif. Et puis finalement, on s'est rendu compte que ça marchait pas super bien, qu'on avait toujours ce temps de traitement quand même sur le papier, qu'il fallait ensuite croiser les données de 2 sources différentes. Enfin bon, c'était un peu le bazar. Et donc on a testé l'année dernière du 100% digital, où là on a essayé de maximiser avec justement de l'information sur les sites, des QR codes, de l'envoi SMS pour pousser à l'action. Donc on a vraiment multiplié les points de contact pour inciter à le faire de manière digitale, en sachant que de toute façon ils n'avaient pas le moyen de répondre papier. Donc, et on a eu le meilleur taux de réponse de toute l'histoire de notre baromètre social. Donc on était plutôt contents, en sachant qu'en plus on a eu un bug, ça c'est pour l'anecdote, sur l'envoi des SMS qui n'a pas bien fonctionné. Donc on se dit que si demain cette option fonctionne bien, on pourrait avoir encore plus de retours.
Par contre, il ne faut pas non plus voiler la face. Alors, je ne sais pas si c'est lié à notre population, enfin notre public interne, mais en tout cas, on a tendance à dire maintenant tout est digitalisé, c'est devenu naturel de prendre son téléphone pour scanner un QR code ou répondre, laisser un avis, etc. Et en fait, on se rend compte que pas du tout. Et là, une fois de plus, pour l'anecdote, un jour, on m'a dit « Non, mais Alice, quand mes gars, ils essayent de scanner un QR code avec un 3310, ton QR code, il me sert à rien, quoi. » Et donc, on a encore cette réalité-là, et qui, en plus, je pense, s'accentue, mais par mode de vie. Enfin, on a, avec ce qui se passe actuellement, des gens qui rejettent la techno, qui maintenant veulent un téléphone pour téléphoner, aller sur Internet, finalement, on peut le faire autrement, etc. Donc, on a aussi ce retour, je dirais, à des choses peut-être plus simples et moins techno. Donc, je pense qu'on va peut-être avoir des questionnements et peut-être des changements. Alors, je ne sais pas. Oui, Clément, c'est une tendance aussi que vous observez. Moi, j'essaie de virer les questionnaires papier. Alors, j'ai un problème d'adéquation. Non, mais par contre, je vais ouvrir une parenthèse très glauque, si vous me permettez. On a un secteur d'activité chez Guest Suite qui est phare depuis un moment maintenant. C'est les pompes funèbres. Pourquoi ? Parce que s'il y a bien un secteur sur lequel on ne veut pas se tromper de prestataire, c'est quand même celui des pompes funèbres, parce qu'il y a un sujet de care, il faut faire attention évidemment à la qualité de service, à l'accompagnement, etc. Et c'est un secteur qui grossit très vite, qui a beaucoup d'argent. Je suis désolé, j'avais prévu que c'était glauque. Mais typiquement, on a cette problématique-là. Parce que quand on va collecter des avis par email sur les pompes funèbres, où grosso modo 50% de la clientèle est senior, et quand je dis senior, c'est senior tapé, quoi, on a cette problématique de taux de retour qui est très très faible. Donc, sur une partie de la clientèle, je rejoins quand même, il y a une logique, là aussi, d'adaptation du bon canal au bon parcours. Et peut-être que c'est nous qui nous trompons en ayant cette volonté d'imposer ces canaux 100% digitaux en ne faisant pas attention à la cible de nos clients. Donc tout est une question, encore une fois, d'adaptation de la cible. Malgré tout, sur 98% de nos clients, ces canaux fonctionnent bien. Mais je rejoins ce qui vient d'être dit, on n'a pas de boule de cristal. Et si demain, il y a un rejet global de la techno, des outils, il faudra qu'on trouve d'autres canaux de collecte, ça c'est sûr. Le groupe Maison du Monde, c'est un grand groupe. Vous avez des clients, aussi bien des jeunes clients que de vieux clients, pour reprendre l'expression de Clément. Comment vous vous adaptez ? Qu'est-ce que vous avez sélectionné justement comme canaux pour aller récolter leurs avis ? Alors, moi, je vais être beaucoup plus pragmatique. On ne fait plus tout de papier pour des sujets RSE, en fait. C'est compliqué, il faut renvoyer, il faut imprimer. Le tri, il y a un taux d'erreur. Donc nous, on ne fait plus tout de papier. On a encore un catalogue, mais qui va disparaître parce que ce n'est pas RSE non plus. Donc ce n'est pas une équation économique, c'est vraiment pas RSE. Donc on va privilégier les canaux. Nous, on est très digital puisqu'on fait la moitié de nos ventes sur le web. Donc en fonction de ce qu'on souhaite mesurer, on va mesurer à chaud, à froid. À chaud, en fait, c'est du SMS parce que on sort du magasin, on reçoit le truc tout de suite, on répond tout de suite. Soit c'est à froid et dans ces cas, c'est plutôt du mail. Et on a les taux de réponse. Moi, je rebondis quand même sur les échanges que vous avez eus là. Les gens adorent donner leur avis en fait. Que ce soit en interne, là on est en train de faire The Voice en interne, donc The Voice c'est les gens, alors c'est pas le concours de chansons, c'est les gens qui donnent leur avis sur l'entreprise et on a un taux de retour de 85%. Et les gens, quand ils ont une expérience mitigée sur une marque, il y a un taux de retour sur les reviews, les réseaux sociaux qui sont énormes, quoi. C'est 10%. On arrive à monter, nous, à des taux de retour sur des campagnes à 10%. Donc ils adorent. Moi, je suis toujours surpris quand on fait un sondage. Je me dis personne ne va répondre. Ils n'ont pas le temps. Ça dure un quart d'heure. Si. Les gens répondent. 90% des gens qu'on a interrogés, si on insiste, on dit pour Maison du Monde, ça fonctionne. Alors on en a parlé tout à l'heure un peu brièvement, mais justement, si vous avez notamment un fort retour des avis clients, comment est-ce qu'on fait ensuite pour traiter tous ces retours ? Comment est-ce que vous gérez ça, ces retours clients ? Il faut du monde. Il faut des vrais gens. C'est-à-dire, autant il y a une partie qu'on peut digitaliser, le self-care, à partir du moment où il y a une difficulté avec la marque ou quelque chose qui nécessite de l'amélioration continue, c'est pas de l'intelligence artificielle, il faut des gens, quoi. Il faut des hommes qui derrière traitent le point. Donc il y a plusieurs sujets. Par exemple, quelqu'un qui aujourd'hui, on envoie un questionnaire de satisfaction, s'il nous met 1, 2 ou 3, donc pas 4 et 5, en général c'est sur 5 ce type de sujet-là, j'ai une satisfaction room, donc une équipe dédiée, qui prend le cas, qui lit le verbatim qui a été mis par le client, qui le rappelle, qui laisse un message.
Le client doit nous rappeler, nous on appelle jusqu'à 2 fois en laissant un message, après on ne fait pas trop d'intrusion auprès du client, et on a des process assez pointus justement pour avoir le contact client, s'il est exprimé, c'est qu'il a besoin de parler, il faut absolument le recontacter. Et c'est pareil, il y a une question de chaud-froid, il faut trouver le juste milieu, parce que quelqu'un qui dit qu'il n'est pas content, le rappeler un mois après, ça ne sert à rien en fait. Donc s'il n'est pas content, en général, Il faut être réactif aussi. ouais, Quoi. c'est 48 heures. Quoi. Dans les 24-48 heures, il faut pouvoir répondre. Aujourd'hui, pour vous donner l'ordre d'idée, quelqu'un qui met une mauvaise note à Maison du Monde sur un site comme eTrusted Shop, on répond en heure ouvrée en moins de 2 heures. Oui, d'accord, donc vous êtes vraiment très très réactif, quoi. Ben, c'est une attente en fait. C'est une attente du marché et c'est une attente client. Et justement, quand on a des mauvais avis clients, quand il y a des bad buzz, hein, comme on pourrait les appeler, comment on fait? Comment est-ce qu'on réagit? Alors moi, j'évite de les regarder le samedi et dimanche matin, parce que ça me déprime. Pour se gâcher le week-end. Ben, en fait, quand il y a des bad buzz, le sujet, c'est qu'est-ce qui se passe en fait. En fait, c'est un cadeau que nous fait le client. Un avis, c'est un cadeau pour nous améliorer ou pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne convient plus. Donc en fait, il faut le prendre tel quel et il faut traiter. Alors il y a des cas très différents. Hein. Il y a des bad buzz. Nous, pendant la crise du Covid, on a eu comme tout le monde des problèmes pour livrer les clients. On a eu des problèmes de stock puisqu'on n'avait plus à acheter en Chine. Donc les clients achetaient et puis ils n'étaient pas contents parce qu'on mettait plus de temps à livrer. Bah ça, vous rappelez le client, vous le réassurez, vous lui demandez s'il est toujours prêt à garder sa commande. Voilà, vous l'accompagnez et chaque client est unique en fait. Donc il n'y a pas de règle. Et alors il y a tout un système d'escalade, c'est-à-dire en première intention, vous avez en général ce qu'on appelle en termes de relation client un niveau 1. Des équipes qui gèrent les premières interactions avec un niveau de simplicité. À partir du moment où le client, ça ne lui convient pas, vous passez en niveau 2, un niveau 3, et moi, par exemple, jusqu'à 4 niveaux, comme dans mes équipes. Oui, d'accord. Et en fonction du niveau, la liberté d'action des collaborateurs est différente. C'est-à-dire il y a des règles. Aujourd'hui, quand vous avez acheté un produit à 100, que vous n'êtes pas content, on peut faire ça, ça, ça. Ben, ça, c'est au niveau 1. Au-dessus, vous allez pouvoir avoir un peu plus de liberté, etc., etc. Donc il y a toute une stratégie. C'est processé, c'est écrit dans des bases de connaissances. C'est une usine. Oui, complètement. Il y a combien de personnes, vous disiez, qui gèrent justement ce service relation client? Alors, on est 300. Ah oui. Ouais, on est 300. Il y a à peu près 150 personnes à Vertou. Et après, j'ai Barcelone, j'ai Marrakech, j'ai Istanbul, qui gèrent. Alors bon, pour des raisons de coût, mais surtout pour la question de langue. On n'arrive pas à trouver. Donc là, je fais appel à tous les gens qui parlent une langue étrangère. Venez travailler chez Maison du Monde. Je galère pour trouver des gens qui parlent allemand, portugais, espagnol, italien. Toutes ces langues-là, c'est des langues qu'on ne trouve plus sur le bassin d'emploi nantais. En tout cas, très difficilement. Et donc, on est obligé d'outsourcer ce type de compétences. Et donc, la Turquie pour l'allemand, puisque l'allemand, c'est historiquement une langue que beaucoup de Turcs parlent. Et sur Marrakech, on est sur des langues comme le français. Clément, vous avez dû gérer, vous aussi, des bad buzz de vos clients quand vous analysez justement ces retours? Des bad buzz, je crois pas. Des vrais bad buzz au sens où on l'entend là à grande ampleur, je crois pas, parce que la tradition chez Guest Suite pendant 5 ans, ça a été d'accompagner des indépendants, des TPE, etc. Et on s'est mis au grand groupe depuis seulement 1 an et demi, 2 ans, et on n'a pas eu à traiter ça. Mais on dit toujours qu'un avis négatif, c'est pas grave en tant que tel. L'important, c'est d'y répondre. À 2 niveaux. D'abord parce qu'on a toujours tendance à croire que l'avis client, c'est la clôture de l'expérience client. Sauf qu'en fait, l'avis client, oui, c'est ça, mais c'est aussi le démarrage de l'expérience prospect. Et l'avis, il est au point de départ d'une recherche. C'est tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure en termes d'intention de recherche, etc. Et donc, y répondre, c'est évidemment important dans une logique de fidélisation, de relations clients, de rétention, d'anti-churn, etc. C'est important de répondre aux clients, mais c'est surtout important d'y répondre pour les prospects qui consultent les avis. Parce qu'un avis négatif, c'est pas grave, encore une fois. Si le professionnel, on n'est pas, en tout cas sur Google, on n'est pas sur Facebook. Il ne va pas y avoir un fil pendant 10 réponses où tout le monde se parle. On est sur Google. Le pro a le dernier mot. Donc il a un luxe inouï, c'est d'y répondre déjà, donc de donner sa vérité, potentiellement de faire du marketing, c'est-à-dire de valoriser une autre approche, de donner rendez-vous à un autre moment, etc. Donc la première des valeurs, c'est la réaction. Il faut être en réaction
rapide, efficace. Tout le monde n'est pas staffé pour, mais il faut répondre aux avis négatifs. Ça, c'est le premier point. Et après, il faut le traiter. Mais là, je dirais pas mieux que ce qui vient d'être dit dans la logique de traitement. Alice, vous, donc on disait 1600 collaborateurs. Quand vous faites des questionnaires, quand vous sondez justement vos salariés, c'est sur les 1600 salariés de l'entreprise. Comment vous faites pour gérer justement, alors quand c'est des avis positifs, j'imagine que c'est moins complexe, mais quand il y a des avis négatifs, est-ce qu'on va justement régler le problème de ce salarié en fonction de cette interrogation, par exemple ? Alors oui, on essaye de sonder un maximum de collaborateurs, surtout quand on est sur un baromètre social. L'intérêt, c'est d'aller toucher la personne qui est sur le terrain et qu'on ne croise pas et qui ne peut pas forcément nous dire ce qu'il a à nous dire à ce moment-là. Donc on essaye vraiment de toucher un maximum de monde. On a la chance chez IDEA, je touche du bois pour que ça continue, d'avoir plutôt de très bons résultats dans notre baromètre social. Enfin, on a des notes entre 7,5 et 9 sur tout type de questions. Les deux sujets qui pêchent et qui, je pense, pour une pêche dans toutes les entreprises, c'est la rémunération. Donc de toute façon, tout ce que vous pourrez mettre en place, on n'est jamais assez payé. Exactement. Ouais. Donc ça, voilà, on en discute, on réexplique le package, etc. Donc ça, c'est plus de la pédagogie. Et après, on arrive à détecter des petites choses où ça va un petit peu moins bien au niveau global, au niveau groupe. Et donc là, on va mettre en place, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, des groupes de travail transverses pour améliorer les choses. Et après, avec ce nouvel outil là qu'on utilise, on peut aller, alors sans savoir qui est la personne, parce que c'est anonyme, en fait. On ne sait pas quel collaborateur a répondu. On sait juste à quelle filiale, quelle business unit il appartient, ou éventuellement quel service, s'il y a un minimum de personnes concernées, parce que sinon c'est trop facile d'aller cibler la personne qui a déposé un avis. Et voilà, on va plutôt finement, quand on sent qu'il y a un petit truc qui coince, aller chercher le service, la business unit pour travailler avec eux sur le sujet en particulier. Mais globalement, on a vraiment des très bons résultats. Ouais. Oui, vous n'avez pas spécialement plus de retours négatifs que positifs ? Non, on a plutôt plus de résultats positifs que négatifs, alors qu'on est sur de l'interne, c'est anonyme, enfin, les gens pourraient en profiter pour nous dire des choses, et finalement, globalement, c'est plutôt très positif, hormis cette question de l'AREM. Et puis, on sait qu'on n'est pas très bon sur la gestion des carrières, et ça, on va le travailler. Ça a été confirmé dans le baromètre social, et on l'affiche, on a recruté quelqu'un, enfin voilà. Donc, on travaille à améliorer les points négatifs. Mais on a surtout envie, et là je fais l'effet miroir avec, on n'a pas beaucoup parlé de marque employeur, mais dans les avis ça compte aussi. On capitalise sur toutes les bonnes choses que nous disent nos collaborateurs pour s'en servir en marque employeur, et notamment répondre à des avis qui pourraient être mitigés avec toutes les plateformes qu'on voit naître, Glassdoor, tout ça. Donc nous on surveille pas mal ces plateformes-là en marque employeur, et on s'attache vraiment à répondre à tout le monde, que ce soit positif, négatif. Voilà, parce qu'on le disait, l'expérience, elle continue, et c'est pas parce qu'on a passé un entretien et qui s'est pas forcément très bien passé que la prochaine fois on tombera sur la même personne. Enfin voilà, c'est peut-être quelqu'un qui n'est plus chez nous parce qu'on s'est rendu compte que les valeurs, ça fonctionnait pas. Enfin, il y avait pas de. Donc voilà. Et donc il y a vraiment cet effet miroir de capitaliser sur nos forces aussi pour pouvoir s'en servir et pouvoir répondre aussi aux avis sur ces plateformes plutôt de recrutement. Alors on en parlait tout à l'heure, les avis peuvent être positifs, les avis peuvent être négatifs, mais véridiques, c'est-à-dire que voilà, il y a vraiment quelque chose qui s'est pas très bien passé. Mais alors, qu'en est-il des avis qui sont négatifs, mais en plus qui sont faux ? Il y a quelques années, on savait, il y a plus de 30% des avis qui étaient diffusés sur notamment Amazon, qui étaient en fait pas du tout justes, enfin qui étaient des faux avis. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une politique ? Est-ce que juridiquement c'est mieux encadré ces avis clients ? Clément, par exemple. Alors, il y a plusieurs manières de répondre à cette question. D'abord, il y a le prisme des plateformes en elles-mêmes. Amazon, pour parler des avis produits,
mais même TripAdvisor ont jamais autant investi ces 2 dernières années que dans à la fois des intelligences artificielles, des robots et des hommes et des femmes dans cet enjeu de modération, déjà. Ensuite, ils ont aussi jamais intenté autant d'actions en justice ces dernières années pour fermer ce qu'on appelle des fermes à avis. On connaissait les fermes à clics. Maintenant, il y a les fermes à avis, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai une marque, je vais booster mon truc, je vais sur, je ne sais pas quel site d'ailleurs, et j'achète 50 balles, 800 avis, quoi. Bon, ce qui par ailleurs est discutable en termes de crédibilité d'un point de vue consommateur, mais ça existe. Donc les plateformes, elles s'équipent en termes de staff, en termes de machines, pour lutter contre ça, parce qu'il ne faut surtout pas croire, les consommateurs ont toujours l'impression que la marque est un peu pour quelque chose, quoi, que Amazon peut y être un peu pour quelque chose. En fait, pas du tout. Les faux avis, c'est le pire ennemi des plateformes, parce que plus ces plateformes perdent en crédibilité, moins elles ont de trafic et moins elles font de business, grosso modo. Donc en fait, non, elles s'équipent, elles se staffent. Et puis il y a une deuxième approche, qui est l'approche de le fameux triptyque la loi, l'AFNOR et la CNIL, pour les enjeux de RGPD, qui sont en gros toutes les réglementations avec un grand R, qui viennent arbitrer ce grand match entre les consommateurs et les marques. Et là, il y a donc la loi, j'en parlais, la CNIL pour tous les enjeux de RGPD. Un exemple, on parle des faux avis, mais il y a aussi les avis illicites. Les faux avis, c'est très clair, on a identifié ces avis qui sont issus de consommateurs qui sont pas des consommateurs justement de la marque. Il y a aussi tout le sujet des avis illicites, c'est je vais dans mon commentaire négatif sur Google citer le nom du collaborateur d'une marque qui a fait un mauvais travail, etc. Donc tout ça, c'est très encadré aujourd'hui d'un point de vue de la loi, etc. La difficulté là-dedans, notamment pour les boîtes comme Guess Suite, c'est que on ne peut pas promettre à nos clients, on a une offre en fait d'accompagnement au traitement des avis illicites, mais on ne pourra jamais leur promettre une suppression d'avis, parce que nous, on va s'équiper d'un point de vue juridique, etc., pour modérer ces avis, etc. On modère tout à la main par ailleurs, il n'y a pas de robot chez nous. C'est pas le job le plus sexy de Guess Suite, mais il existe. Il y a des gens qui modèrent les avis. Et à la fin des fins, la suppression, malgré nos excellentes relations avec Google, c'est Google qui décide ou pas de supprimer un avis. Donc on aura toujours à la fin des fins ce truc de c'est quand même la plateforme qui décide, quoi. C'est une boîte privée, elle fait ce qu'elle veut de ses avis, etc. Donc on sera toujours confronté à ça. Mais par contre, en termes de réglementation, ça évolue. Il y a plein de boîtes qui sont fermées, il y a plein d'actions en justice, il y a une prise de conscience aussi générale. Et le dernier point, et je termine là-dessus, qui est le plus important, c'est l'évangélisation des consommateurs. Il faut que les gens, et les gens le sont, de plus en plus matures dans leur lecture des avis. Avant, il y a 5-6 ans, tout le monde, n'importe quel âge, était une petite grand-mère devant des avis qui ne sait pas si c'est vrai, pas vrai, on ne sait pas, c'est quelle plateforme, etc. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus matures et savent vraiment de mieux en mieux faire la différence entre un type qui a 450 avis calamiteux et qui d'un coup se prend 10 avis exceptionnels, 5 étoiles, machin, les gens ont compris que c'était des faux avis. Et d'ailleurs, l'inverse est vrai aussi. Un type qui a que des avis exceptionnels, qui d'un coup se retrouve avec 5 avis bien dégueulasses, soit il y a factuellement un problème, soit il y a un concurrent mal intentionné qui est en train de travailler sur le dossier. Donc les consommateurs, voilà, il faut que les consommateurs aussi s'emparent du sujet, parce qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Les gens sont hyper contents d'utiliser les avis, mais il faut qu'en face, ils soient responsabilisés face à ça. Oui, alors vous le disiez justement, effectivement, ça peut être la concurrence aussi. Est-ce que Maisons du Monde, par exemple, ou d'autres grands groupes se sont retrouvés avec des gens mal intentionnés qui venaient mettre des faux avis sur les produits vendus ? Alors, pas à ma connaissance. Chez Maisons du Monde, on n'a pas trop eu ça. Après, je rebondis sur ce que vous disiez. Aujourd'hui, les plateformes elles-mêmes font le ménage, parce que leur intérêt, c'est pas d'avoir des choses qui sont pas crédibles, elles tuent leur propre marque et le principe même de la vie. Donc, elles imposent aux marques en fait un certain nombre de contraintes pour être sûr que les marques ne trichent pas. Et si jamais elles sont pris la main dans le sac, en fait, soit on n'a plus du tout accès aux comptes et du coup, on se tape les mauvaises notes et on peut plus réagir, soit carrément on est radié des plateformes. Donc il y avait des techniques qui étaient en place, comme par exemple, je pense à l'Angleterre, où il y avait certaines entreprises qui, au moment d'envoyer le questionnaire de satisfaction, proposaient un winner, un tirage au sort avec gagné 1000 €. Si vous répondez au truc, il y aura un tirage au sort à la fin. Évidemment que ça facilite le fait d'avoir de bons avis. Donc ça, c'est interdit maintenant. Et si les entreprises font prendre la main dans le sac, elles sont radiées de ces plateformes-là. Vous, c'est pas une crainte du coup chez Maisons du Monde, par exemple, d'avoir des faux avis comme ça ? Non, parce que on recontacte systématiquement les gens, donc c'est des faux avis. Enfin, je vois pas l'intérêt.
Et en interne, justement, ou en tous les cas, les salariés ou les anciens collaborateurs qui partiraient et qui mettraient des avis négatifs, mais qui ne seraient pas spécialement justifiés. Est-ce que ça aussi, c'est une pratique qu'on peut rencontrer ou pas nécessairement ? Alors ça arrive de temps en temps, ça reste exceptionnel quand même, et en général on sait qui est la personne derrière. On donc arrive, vous pouvez la recontacter aussi. voilà, ça nous est arrivé, voilà, à l'amiable d'aller discuter, parce chez IDEA on essaye vraiment de rester dans un dialogue de proximité, quels que soient nos sujets internes, externes. J'ai le cas, alors là on sort un peu de l'avis en tant que tel, mais ça nous arrive de nous faire interpeller via la presse par des associations. Nous mettant en cause sur des éventuelles pollutions, etc. Et ben on va recevoir les associations, on va discuter avec eux, on va leur réexpliquer nos projets. Oui, vous allez essayer de désamorcer. Voilà, donc on désamorce. L'idée, c'est voilà, de travailler en bonne intelligence et de garder un relationnel correct, même si effectivement la séparation s'est peut-être pas super bien passée. Et en général, ça se passe plutôt bien. Ouais. Alors justement, les avis clients, on le voit bien hein, depuis le début de cette table ronde, prennent une place prépondérante, jouent vraiment sur la marque, la façon dont la marque va voir son image évoluer. À votre avis, comment est-ce que ça va encore évoluer dans les années à venir, sachant que la jeune génération qu'on a en partie ici ce soir, voilà, le digital, ça fait partie de leur vie, hein, ils vivent avec ça, les avis des autres consommateurs, des autres personnes qui ont pu fréquenter les endroits qu'ils aimeraient fréquenter, forcément ils y vont. Comment est-ce que vous, en tant que, alors notamment vous, Maison du Monde, en tant que marque, comment est-ce que vous gérez ça et comment est-ce que vous envisagez l'avenir ? Moi, je pense qu'on est qu'au début de l'aventure, hein, c'est-à-dire les gens sont de plus en plus digitaux, adorent donner leur avis, et quand ils sont pas satisfaits, utilisent ces canaux-là. Et secret de Polichinelle, aujourd'hui, si vous avez une difficulté avec une marque, évidemment que votre commentaire sera mieux traité sur un réseau social ou sur quelque chose de visible, un site de review, que appeler directement le service client. Et beaucoup de gens l'ont compris ça, et c'est une vraie tendance, c'est-à-dire les flux augmentent d'année en année dans le traitement de ces éléments-là. Et les marques ont tout intérêt à pousser ça aussi, puisque j'ai pas le temps d'en parler tout à l'heure, mais par exemple sur le site Maison du Monde, vous achetez un produit, vous pouvez noter le produit que vous avez acheté. En fait, c'est vachement intéressant. Vous faites notre boulot, merci, parce que vous nous dites si le produit il est bien, si le fournisseur a bien fabriqué le produit, s'il n'y a pas un problème de qualité. Donc nous, tous ces avis-là, on les récupère. On se dit, tel produit il n'est pas bien fabriqué, on va arrêter de le référencer. Donc pour nous, c'est une manne extraordinaire. La marketplace, c'est un peu le même principe. Vous notez les produits marketplace. Moi, je regarde les notes que vous mettez, les ventes que je fais, et puis à un moment, je fais, en fait, c'est un produit que je dois fabriquer. Évidemment, donc quelque part, vous faites le boulot des marques. Cet impact positif, évidemment, des avis et des retours de vos clients. Et les reviews, c'est quelque chose de très positif. C'est-à-dire, je dis souvent aux gens de marketing, moi je comprends pas, tu dépenses 3 € pour avoir un lead sur Google. Donc le lead sur Google, c'est avoir le lien qui renvoie vers la plateforme de marque, etc. Super, moi j'ai un client qui me laisse une review et qui veut être recontacté, c'est gratuit en fait, il suffit juste de le rappeler. Donc évidemment qu'en priorité, c'est plutôt ces flux-là pour moi qu'il faut traiter. Alors après, on a quand même le sentiment parfois que la marque, elle s'est un peu fait dépasser, je dirais aussi, par ses avis clients. Enfin, les clients ont maintenant un pouvoir qui est quand même très important, je trouve. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont un peu pris le lead, justement, sur la marque, ou on n'en est pas du tout là encore ? Ouais, moi ça me va. Franchement, à partir du moment où on se dit qu'aujourd'hui on va vers une société qui est de plus en plus customer-centrique, c'est-à-dire c'est le client et l'expérience au-delà du produit que vous achetez, c'est l'expérience autour du produit qui est intéressante et importante, que le client il puisse s'exprimer et qu'il puisse participer à ce qui se passe au niveau de la marque, je trouve ça assez génial et ça va dans le bon sens en fait. C'est une opportunité, c'est juste... Ouais, disons qu'il y a quand même un retournement et donc il faut se faire à l'idée aussi, quoi. Je pense que la façon de diriger les entreprises et de faire du business change. Et puis, je pense que le vrai changement, ce sera quand, au niveau des directions, on n'aura plus des directeurs financiers qui font tourner la machine, mais plutôt des patrons de la relation client ou des gens qui viennent du digital. Là, on aura fait un grand pas vers la customer centricity, ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Aujourd'hui, vous avez au niveau des boards des gens, les directeurs de l'expérience client, ce qui n'est pas le cas en France.
on est encore très loin. En France, on est une dizaine dans mon métier dans des boards ou les comités exécutifs. Et ces problématiques de client, la sensibilité client, elle doit venir de tout en haut. Si le dirigeant n'impulse pas cette volonté, que ce soit du client interne ou externe, et il y a cet effet miroir évidemment, hein. Si en interne les collaborateurs sont heureux, ça se ressent quand vous avez les clients en face. Donc il faut que le dirigeant tout en haut il soit convaincu que c'est important et que ça rapporte de l'argent, ça crée de la valeur. Donc on pourrait dire un peu que c'est aussi un métier d'avenir finalement que travailler dans ces services. Alors oui, j'espère. En tout cas, moi j'ai commencé, pour vous expliquer, il y a une vingtaine d'années. C'est un métier, j'ai commencé avec des gens comme Téléperformance, j'ai connu les fondateurs, ils étaient une vingtaine autour d'un téléphone à se dire qu'est-ce qu'on me répond, avec des bouts de papier, il y avait à peine Excel et tout. Aujourd'hui, c'est des gens, j'ai des gens au téléphone qui ont 150 000 collaborateurs partout dans le monde. En 20 ans, les mecs, ils ont arrêté de bosser, ils vivaient à Miami, je me suis dit mais je me suis trompé, pourquoi je suis resté côté client, quoi, c'est une grave erreur. Et c'est le début, plus il y aura de digital, plus il y aura de review, plus il y aura de relations clients, donc c'est le début en fait, c'est vraiment le début. Vous aussi, Clément, vous avez ce sentiment-là. Enfin, j'imagine hein, qu'aujourd'hui vous êtes nombreux à avoir développé des plateformes, à concevoir des questionnaires de satisfaction. Oui, alors déjà, je souscris à chaque lettre de tout ce qui vient d'être dit depuis 5 minutes, déjà, parce que ça, c'est effectivement, je suis d'accord, quand les boards seront remplis d'expériences clients et digitales, le monde tournera plus rond. Et ensuite, oui, on est nombreux, c'est très dur de prédire l'avenir d'un sujet marketing, parce qu'en général, on se plante. On a juste 2 certitudes. C'est effectivement une certitude générationnelle. Il y a des portables dans toutes les poches, dans toutes les mains, et dans ces portables, il y a des applis dans lesquelles il y a des reviews surtout. Donc ça, c'est une certitude, mais j'ai presque envie de dire c'est une certitude presque à court terme déjà en fait. Il y a une deuxième certitude, c'est que la pub, je ne veux pas faire mon ayatollah de la réputation, mais j'ai coutume de dire arrêtez la publicité, arrêtez la communication et démarrez l'irréputation pour une question d'authenticité, là encore. Et ça, c'est une tendance qui globalement va durer. C'est le fameux truc d'intro qui était très bien dit d'ailleurs, de dire il faut arrêter de donner 3 millions à Georges Clooney et commencer à faire un peu d'expérience client, mais c'est juste factuel. Pour les consommateurs. Et le troisième point qui peut être intéressant et qui va emmener vers une révolution pour le coup technologique, c'est les canaux. J'étais à Paris Retail Week il y a quelques semaines, un événement à Paris sur le domaine du retail, où les types m'ont popé un truc en tête et je me suis dit c'est vrai, au moment où on est en train de parler, il y a des gens qui bossent sur le métaverse. Pour moi, le métaverse, c'est très loin. Alors déjà, je m'en fous un peu, parce que c'est pas la vraie vie, et ensuite, j'y connais rien. Sauf qu'il y a des gens qui bossent. Les mêmes types qui bossent de tout ce dont on parle actuellement. Facebook, Google, etc. Ils sont en train de le faire. Donc grosso modo, dans 10 ans, on y est. Dans le métaverse, il y a des shops, il y a des boutiques. Alors pourquoi il n'y aurait pas d'avis client sur les shops dans le métaverse? Voilà. Alors ça, je dors plus depuis, et parce que je me dis, 1, c'est vrai, 2, c'est une révolution techno incroyable, et 3, pourquoi les gens n'iraient pas choper dans le métaverse et pourquoi bref. Donc c'est impossible de prédire l'avenir et je me prêterai pas à l'exercice, mais par contre, il y a quand même des petites tendances qui nous font dire qu'effectivement, c'est le début de l'aventure. Donc c'est un métier d'avenir, a priori, et vous auriez peut-être intérêt à vous y intéresser si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup à tous les 3 pour votre intervention. J'imagine qu'il va y avoir quelques questions de la salle. En tous les cas, on est toutes oui. J'ai sûrement pas posé toutes les questions, hein, je vous en ai laissé quelques-unes. J'imagine que vous aussi, vous souhaitez peut-être vous entretenir, que ce soit avec Romuald, avec Clément ou avec Alice. Donc je peux vous passer le micro, il n'y a aucun problème. Du côté du chat, Magali, est-ce que tu as eu un retour? C'est parce qu'on a été très précis. Oui, c'est ça, vous avez tout dit en fait. Voire brillant. Voire modeste. Surtout modeste. Il y a une question au fond. Bonsoir, j'ai une question par rapport à la façon dont vous répondez aux insatisfactions, puisque vous disiez que vous répondiez de manière publique dans un premier temps, puis qu'ensuite vous alliez plus loin en répondant en privé à votre client. Comment vous faites pour que finalement il revienne sur son avis? Et est-ce qu'il est important qu'il revienne dessus, ou en tout cas qu'il en fasse le témoignage de manière publique? Est-ce que c'est important pour vous, ou est-ce que rien que le fait d'avoir répondu dans le chat ou sur l'avis à la question suffit à ce que l'avis
négatif soit lu par quelqu'un d'autre de manière un peu plus légère, parce que finalement on voit qu'il y a une réponse qui est apportée, donc finalement son avis négatif a été pris en considération, donc ça suffit. Alors, je réponds. Alors déjà, quand on répond sur le mur, on évite de répondre tout le temps la même phrase. Je vous remercie de nous avoir contactés, là-bas, parce que sinon ça fait vachement impersonnel. Donc on traite chaque cas individuellement. En fait, l'objectif numéro 1, c'est un objectif qui n'est pas chiffrable, mesurable, et c'est pour ça que notre métier, il est difficilement compréhensible pour les directeurs financiers. C'est qu'aujourd'hui, ma priorité, quand on traite ça, c'est que le client, on le rattrape pour pas le perdre et qu'il réconsomme, qu'il réachète du Maison du Monde derrière. Donc évidemment que ma priorité, c'est que le client, après l'échange qu'il a eu, on l'a entendu, et en général, c'est la moitié du boulot, et qu'en plus, on a résolu son perçu en termes de problèmes. Après, ce qu'on fait, très factuellement, si on lui dit si vous le souhaitez, vous pouvez retourner sur la plateforme et modifier votre avis ou faire un commentaire. S'il le fait, c'est génial. S'il le fait pas, c'est pas grave. Moi, j'ai quand même un client content et c'est le principal. Oui, c'est une vraie question, ça. Est-ce que vous êtes content que ce client ait pu changer d'avis parce qu'il a été satisfait par vos retours? Mais il y a quand même cette question de savoir si après il peut pas, au même titre qu'il a donné son avis négatif, quand même redonner un avis positif, parce que le but du jeu, c'est que toute la communauté puisse prendre part à sa satisfaction. Il le fait finalement assez rarement. Il le fait dans 10 à 15% des cas. À nouveau, je pense qu'en intention 1, le fait de voir que la marque a traité l'insatisfaction, c'est déjà un premier pas. Et après que le client lui-même, il ait eu une réponse à son insatisfaction, que ça a été pris en compte, traité, et donc on ne le perd pas comme client, ça reste le truc principal, quoi. D'accord. Oui. On parlait je trouve que c'était plutôt il y a quelques années de chantage aux avis. Et notamment dans les hôtels ou les restaurants, où certains clients menaçaient au moment du paiement, par exemple, vous me faites une réduc parce que j'étais pas trop content, ou voilà. Je trouve qu'on en entend un peu moins parler. Qu'est-ce que vous avez là-dessus? Eh ben, la loi, maintenant il y a une loi qui punit le chantage à l'irréputation. Alors j'ai plus la somme en tête, mais c'est un gros montant qui décourage à ça. Effectivement, il y a 2-3 ans, c'était la grande mode chez les consommateurs de se plaindre et de demander en échange un petit déj, une ristourne sur la nuitée, etc. Alors les syndicats hôteliers, qui sont des syndicats assez puissants et surtout proches de leurs hôteliers, ont agi et ont sensibilisé sur le sujet au plus haut niveau de l'État. Et donc il y a une loi qui est passée qui interdit, qui sanctionne lourdement le chantage à l'irréputation. Alors je ne dis pas que c'est facile parce qu'il faut prouver qu'il y a chantage à l'irréputation, mais souvent le consommateur qui use du chantage à l'irréputation n'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir et donc laisse des traces. C'est-à-dire qu'un mail qui dit noir sur blanc, en gros, je suis pas content pour ça, offrez-moi ça grave, tout ça c'est des preuves. Donc alors après, il y a jurisprudence en la matière, donc il suffit on peut le regarder. Est-ce qu'on a une autre question? Oui? Ah bah non, on va mal vous entendre. Moi, j'avais juste une question sur la tonalité des réponses. Est-ce que, on voit passer par exemple sur certains réseaux sociaux des réponses à ces avis clients sur le mode de l'humour, sur le mode un peu décalé, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des politiques rédactionnelles, j'ai envie de dire, qui sont mises en place pour pouvoir répondre d'une manière en fait qui est un peu la patte de l'entreprise en tant que telle? On peut répondre en 2 temps. Alors, je vais me lever aussi. Chez Maison du Monde, en fait, on a un tone of voice. Donc, c'est des questions qu'on s'est posées. Il y a la même chose dans tous les grands groupes. Donc, je pense à Nestlé, etc. On a un book de référence où on se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire un petit smiley quand on répond à la marque? Parce que l'objectif de l'omnicanalité, on n'en a pas parlé, mais tout ça, c'est lié. L'omnicanalité, c'est que vous alliez en magasin, que vous alliez sur le web, que vous ayez une réponse du service client, une review ou quoi que ce soit. Il faut que la marque ait une cohérence dans le ton dans lequel elle vous répond. Et si vous ne l'écrivez pas, si vous ne partagez pas un certain nombre de valeurs adaptées en fonction des canaux, ça qui est compliqué en plus. Vous pouvez faire des choses sur les réseaux sociaux parce que vous êtes sur une cible plus jeune et il y a un besoin un petit peu différent, mais il faut coller avec l'ADN de la marque. Mais il faut écrire tout, partager et embarquer les gens là-dessus. Et la difficulté aussi, c'est d'avoir quelque chose d'un petit peu cadré et de laisser un petit peu de liberté dans ce cadre pour qu'à chaque fois, ce soit quelque chose de personnalisé, personnalisable. Je crois qu'on a une question aussi. Vous vouliez rajouter quelque chose, Clément? Pas du tout, c'était très clair. Ok. Non, on n'avait pas une question du chat? Ah, j'ai cru que tu me disais ça. D'accord. On prend une dernière question? C'est bon, tout est clair?
Bon, bah parfait. Bah écoutez, il me reste à demander à Magali Menzer de me rejoindre pour cette conclusion, parce que 15e conférence du quai, quand même. Donc je pense que là, tu peux dire un petit mot. Oui, avec plaisir. Alors déjà, je vais dire un grand merci à Romuald, Alice et Clément, parce que de nouveau, pour cette 15e, ces invités ont répondu très spontanément oui à l'invitation. Je suis effectivement aussi très contente d'arriver à la 15e. Voilà, il y a 6 ans, quand on a commencé la première, on ne pariait pas. Et donc, normalement, à chaque fois, j'arrête. Et puis, je crois qu'on va quand même faire une 16e. On va recommencer en 2023. Merci aux étudiants. Voilà, c'est pour vous aussi que c'est organisé. Merci aux fidèles. Il y en a qui ont quasiment assisté aux 15 conférences. Donc, leur soutien, leurs encouragements ont été importants. Donc, merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Bravo. Oui, je voulais. Oui. Alors, j'ai oublié une chose extrêmement importante aussi, pardon Magali, c'est que je souhaitais remercier Magali d'être venue aujourd'hui. Elle animait une conférence ce matin, elle est là ce soir et c'est son anniversaire. Donc, bon anniversaire. Et donc, voilà. Donc, bon anniversaire. Ah ouais, on fait les choses bien. Et donc, je vous invite au cocktail à l'étage. Merci à vous.